Donc il existe 3 types de tissus musculaires qui sont tous d'origine mésoblastique mais qui se différencient par leur structure et leurs innervations. On a le tissu musculaire strié-squelettique, le tissu musculaire cardiaque et le tissu musculaire lisse. Donc on va commencer avec le tissu musculaire strié-squelettique. Donc c'est le tissu qui va composer les muscles du squelette, qui sont donc à contraction volontaire. Il va avoir un rôle dans le mouvement et le maintien de la posture. Donc il contient des formations conjonctives, vasculaires et nerveuses, et de façon majoritaire des cellules musculaires striées, qu'on appelle aussi fibres musculaires ou encore rhabdomyocytes. Donc d'abord une description générale des rhabdomyocytes. Je précise que les schémas ne sont pas forcément très précis, c'est juste pour resituer les éléments dont je vais vous parler. Donc les cellules musculaires, ce sont de grandes cellules allongées, cylindriques, qui ont les extrémités effilées. Elles font entre 10 et 100 micromètres de diamètre et elles peuvent aller jusqu'à 10 cm de long. Alors elles présentent plusieurs structures. Tout d'abord la membrane plasmique qu'on appelle aussi sarcolème. Elle est résistante parce qu'elle doit du coup s'adapter aux variations de forme lors de la contraction et elle est doublée d'une lame basale. À sa surface, on remarque des petits orifices qui sont en fait le point de départ d'invagination qu'on appelle tubule transverse ou tubule T. Et ces tubules T ont un rôle dans la contraction musculaire et on le reverra un peu plus tard. Ensuite, on remarque de nombreux noyaux, puisqu'en fait les rhabdomyocytes sont des cellules qu'on appelle cellules plurinucléées. Il y a une centaine de noyaux, ils se retrouvent en position périphérique sous-membranaire. On a évidemment le cytoplasme, qu'on appelle ici sarcoplasme, qui contient les différents organites de la cellule, notamment les mitochondries, qui vont permettre la production d'énergie et qui sont en nombre variable. Le réticulum endoplasmique lisse, qu'on appelle ici réticulum sarcoplasmique, et qui possède aussi un rôle dans la contraction. Et les myofibrilles. Alors les myofibrilles, elles sont responsables de la striation longitudinale et transversale des fibres. Et on les retrouve au centre de la fibre, où elles occupent un gros volume, jusqu'à 90% du volume cellulaire. Et elles sont composées de myofilaments fins et myofilaments épais. Ensuite, concernant les tissus conjonctifs, donc les rhabdomyocytes vont être entourés par du tissu conjonctif qu'on appelle de l'endomysium. Plusieurs rhabdomyocytes vont former des faisceaux qui seront entourés par du tissu conjonctif qu'on appelle périmysium. Et ensuite, plusieurs faisceaux vont former le muscle qui, à sa surface, sera entouré d'une enveloppe de tissu conjonctif, toujours qu'on appelle l'épimysium. Si jamais on a une lésion du muscle et que de nouvelles cellules sont nécessaires, il existe des cellules qu'on appelle satellites qui sont situées entre les rhabdomyocytes et la lame basale qui vont venir s'activer et proliférer en migrant vers le centre du muscle pour pouvoir régénérer les cellules plurinucléées qui auront été détruites. Ensuite, du coup, la structure des myofibrilles. Alors, en microscopie optique, on voit que les myofibrilles sont parallèles entre elles et au grand axe de la cellule. Et donc, ça va être responsable d'une double striation, à la fois transversale et longitudinale. Alors, striation longitudinale parce qu'en fait, les fibrilles vont être alignées entre elles. On aura une striation transversale parce qu'on remarque qu'il y a une alternance entre des bandes claires qu'on appelle isotropes ou bandes I et des bandes sombres ou bandes anisotropes qu'on appelle bande A. Quand on regarde un peu plus près, on voit que la bande A, elle contient une bande H qui est un peu plus claire, parcourue en son centre par une strie M plus sombre. Quant à la bande I, du coup la bande plus claire, on voit qu'elle est parcourue par une strie Z. Et cette strie Z, elle a une importance sur le plan structural parce qu'elle définit le sarcomère. Entre deux stries Z, du coup, on a l'unité contractile de la cellule qui est le sarcomère. Et donc, on peut dire qu'il est constitué par une bande A et deux hémibandes I. En microscopie électronique, on voit que les myofibrilles sont constituées d'un assemblage régulier de myofilaments épais et de myofilaments fins qui sont intercalés et organisés de façon hexagonale. Et pour reprendre, on a la fibre musculaire qui est constituée de myofibrilles qui sont elles-mêmes constituées de myofilaments épais et de myofilaments fins.
Donc tout d'abord les myofilaments épais qui sont en bas à gauche sur la diapositive. Ils sont composés par 2 chaînes lourdes et 4 chaînes légères de myosine 2. Ils ont un site de liaison pour l'actine et un autre site de liaison pour l'ATP. Ils ont donc une activité ATPasique. Ils sont uniquement présents au niveau de la bande A, comme on peut le voir ensuite sur le schéma du haut. Pour les myofilaments fins, ils sont composés d'actine, de tropéomyosine, qui au repos va venir masquer les sites de liaison pour la myosine qui sont présents sur l'actine, et de troponine, qui possèdent des sites de liaison pour le calcium. Les myofilaments fins vont venir s'insérer au niveau des stries Z, et ils seront présents dans les bandes I et A, mais pas au niveau ni de la bande H, ni de la strie M. Alors, pour la contraction, on voit que le réticulum sarcoplasmique est étroitement associé aux myofibrilles et aux tubultés de la membrane plasmique. Ce qui se passe, c'est que le réticulum sarcoplasmique, c'est la réserve de calcium intracellulaire et il va former un réseau de petits canalicules anastomosés qui vont se drainer au niveau de plus gros canaux que l'on appelle des citernes terminales. Et ces citernes terminales sont au contact des tubultés de la membrane plasmique. On voit que autour d'un tubulté, on a 2 citernes terminales et c'est ce qu'on appelle une triade. Donc, quand l'onde de dépolarisation arrive au niveau de la membrane plasmique, elle va être transmise grâce aux triades au réticulum sarcoplasmique de façon simultanée. Ça va permettre une libération de calcium qui vient donc se fixer à la troponine, provoquant donc un glissement de la tropomyosine et libération des sites de fixation pour la myosine sur l'actine. On a donc accrochage entre l'actine et la myosine, raccourcissement du sarcomère et contraction. Et ensuite, quand le calcium se détache, on a un retour à l'état initial. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y a différentes voies de production d'énergie, de voies de production d'ATP. Et en fonction de la voie que l'on va mettre en place, on va plutôt utiliser tel ou tel type de fibre. Et il existe 3 types de rhabdomyocytes, 1, 2A et 2B. Dans un muscle, on va toujours avoir un mélange de 3 types de fibres, même si dans certains muscles, il va y avoir un type qui va prédominer. Donc, par exemple, si on met en place la phosphorylation oxydative pour produire de l'énergie, on va utiliser les fibres rouges lentes oxydatives, donc les fibres de type 1. Alors, la phosphorylation oxydative, elle est réalisée par les mitochondries, donc on aura beaucoup de mitochondries. On a aussi besoin de beaucoup d'oxygène, donc présence de beaucoup de capillaires et de myoglobine, d'où la couleur rouge de ces fibres. Par contre, on va avoir une activité ATPasique, c'est-à-dire faible, du coup une production d'ATP lente. La contraction sera donc elle aussi lente, comme la fatigabilité. L'activité glycolytique n'est pas mise en place, donc on aura peu de glycogène et peu de myofibrilles, d'où un faible diamètre. Alors par exemple, pour vous imager, c'est les fibres prédominantes dans les muscles d'un coureur de marathon. Ensuite, si jamais on veut mettre en place l'activité glycolytique pour produire de l'énergie, on va mobiliser les fibres blanches rapides glycolytiques, donc type 2B. On aura beaucoup de glycogène et de myofibrilles, donc les fibres auront un gros diamètre. Une activité ATPasique très importante, une contraction rapide et donc une fatigabilité rapide. On va avoir peu de phosphorylation oxydative mise en place, donc peu de mitochondries, peu de capillaires et de myoglobine, donc les fibres seront plutôt blanches. Toujours pareil, pour vous imaginer ça, c'est les fibres prédominantes dans les muscles d'un haltérophile par exemple. Ensuite, quand on veut mettre en place les 2 modes de production d'ATP, on va mobiliser les fibres rouges rapides oxydatives intermédiaires de type 2A. Et dans ce cas-là, on aura des caractéristiques qui seront intermédiaires. Alors maintenant, le tissu musculaire strié cardiaque. C'est un tissu qu'on va retrouver uniquement au niveau du muscle cardiaque que l'on appelle myocarde. Il est constitué, toujours pareil, par des formations conjonctivo-vasculaires et nerveuses et par des cellules musculaires striées myocardiques qui sont de 3 types, les cardiomyocytes contractiles, les cellules myo-endocrines et les cellules cardionectrices.
Alors attention, dans ce tissu, on n'a pas de cellules satellites, contrairement à ce qu'on a vu précédemment avec le tissu musculaire strié squelettique. Donc quand on a une nécrose de ce tissu, on n'aura pas de régénération possible, mais remplacement par des fibres de collagène. Alors tout d'abord, les cardiomyocytes contractiles. Donc, ce sont des cellules uninucléées, allongées et bifides de 15 micromètres de diamètre et de 100 micromètres de long. Elles ont de nombreuses myofibrilles, donc toujours cet aspect de striation transversale. Et tout comme les rhabdomyocytes, on retrouve une basale, on a des tubultés et un réticulum sarcoplasmique qui cette fois-ci n'a pas de citerne terminale mais des petits pédicules qui seront par contre toujours au contact des tubultés. Et on a des mitochondries qui sont intercalées entre les myofibrilles. Et toujours pareil, on retrouve de l'endomysium entre les cellules comme pour les rhabdomyocytes. Donc ici, on peut voir que les cellules sont en contact les unes avec les autres par leurs extrémités sous la forme de traits scalariformes qu'on appelle aussi disques intercalaires. Et en microscopie électronique, on peut visualiser l'aspect en marche d'escalier de cette zone de jonction. Donc on a une portion horizontale sur laquelle on va retrouver des gap-jonctions qui sont en fait des zones de moindre résistance électrique pour faciliter la transmission des ondes de dépolarisation entre les cellules. Et on a donc au niveau de la portion verticale des jonctions de cohésion pour permettre du coup la cohésion des cellules entre elles, qui sont donc de deux types. En regard du trajet des myofibrilles, on a des zonula adhérence, alors qu'en regard des mitochondries, on a des macula adhérence. Ensuite, les cellules cardionectrices. Alors, on les appelle cellules du tissu nodal parce qu'elles ne sont pas contractiles. Ces cellules sont capables de se dépolariser spontanément. Elles vont induire l'impulsion cardiaque et la propager aux cellules contractiles qui sont du coup capables de se contracter. Elles vont être réparties dans des territoires définis et organisées en nœuds ou en faisceaux. On a le nœud sinusal ou sino-atrial qui se trouve dans la paroi de l'atrium droit au niveau de l'embouchure de la veine cave supérieure. On a le nœud atrioventriculaire à la base du septum interatrial. On a le tronc du faisceau de His qui se chemine dans le septum interventriculaire puis se divise en deux branches à mi-chemin. Et enfin, on a les branches du faisceau de His qui circulent toujours dans le septum interventriculaire. Donc il est important de comprendre que la contraction cardiaque en soi est automatique, permanente, involontaire et indépendante de toute stimulation nerveuse. Mais on va quand même avoir une action du système nerveux végétatif qui va venir moduler la fréquence cardiaque en jouant au niveau du nœud sinusal puisque c'est celui qui impose son rythme à l'ensemble du cœur. Ensuite, pour finir, les cellules myo-endocrines, donc ce sont de petites cellules que l'on retrouve au niveau des atriums, surtout au niveau de l'atrium droit. Et en fait, elles vont avoir un rôle dans la régulation de la tension, puisque quand elles sont étirées de façon anormale, elles vont sécréter le facteur natriurétique atrial et donc diminuer la tension artérielle. Et donc pour finir, le tissu musculaire lisse. Les muscles lisses ont une large distribution dans l'organisme, on les retrouve au niveau des voies génitales, appareil respiratoire, digestif, etc. Il est constitué toujours pareil par des formations conjonctivo-vasculaires et nerveuses, ainsi que par des cellules musculaires lisses qu'on appelle léiomyocytes. Et de la même façon, on a encore du tissu conjonctif lâche entre les cellules. Donc, les léiomyocytes, ce sont des cellules d'aspect fusiforme avec un noyau allongé. Elles font entre 20 et 700 micromètres de long selon leur localisation et de 4 à 20 micromètres de diamètre. Elles sont par contre très différentes de celles qu'on a vues précédemment. Tout d'abord, leur sarcolème, qui est toujours doublé d'une basale, ne présente pas de tubulté, mais des invaginations vésiculaires ou cavéoles, qui sont des équivalents fonctionnels aux tubultés, et du coup qui sont en étroite relation avec le réticulum sarcoplasmique. Le sarcoplasme est présent au cône sarcoplasmique parce qu'en fait on a les organites et le noyau qui sont au centre de la cellule. On n'a pas de myofibrilles, donc pas d'aspect de striation transversale, mais par contre on va avoir des myofilaments qui vont être répartis sur la périphérie pour assurer la contraction. Ici, un myofilament, ça correspond à un myofilament épais de myosine centrale, entouré par une douzaine de myofilaments fins d'actine. Donc, de cette façon, on n'a pas de stri Z,
Par contre, on va avoir des équivalents fonctionnels qu'on appelle des corps denses et qui sont répartis de façon aléatoire dans la cellule pour permettre, entre autres, l'ancrage des myofilaments fins d'actine. Ensuite, concernant la contraction et l'innervation. Alors, la contraction des léiomyocytes est involontaire, lente, durable et soutenue. On observe lors de ce phénomène un glissement des myofilaments fins d'actine contre le myofilament épais de myosine. Et les myofilaments étant organisés en maillage, on va avoir un raccourcissement de la cellule. Elle va prendre une forme un peu globulaire et le noyau va même s'entourer sur lui-même pour faciliter la contraction. Ensuite, pour l'innervation, les léiomyocytes sont innervés par le système nerveux végétatif puisque leur contraction est involontaire et ça va se faire par l'intermédiaire de synapses en passant. Alors les synapses en passant, ce ne sont pas des jonctions neuromusculaires à proprement parler parce qu'on n'a pas de fente synaptique. Ce qui se passe, c'est que la fibre nerveuse du système nerveux végétatif passe à proximité du léiomyocyte et par endroits, elle présente des renflements très proches de la paroi de certaines cellules. On va du coup avoir un relargage du neuromédiateur dans le tissu conjonctif qui va venir diffuser pour se fixer au récepteur membranaire du léiomyocyte et provoquer une dépolarisation. La dépolarisation est transmise aux autres cellules via des gap-jonctions qui sont présentes, comme on l'a vu, au niveau des zones de contact. Et donc, on aura une contraction, une dilatation synchrone de tout le tissu. Donc, ce qui se passe, c'est que seulement quelques cellules reçoivent le message nerveux grâce aux synapses en passant et elles le transmettent à l'ensemble de l'organe grâce à des gap-jonctions.